Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Eh bien, on va parler vrai ce matin, à 9h43 dans le Grand Matin Sud Radio. Nous sommes avec Alain Marty. Bonjour Alain. Bonjour Cécile. Vous êtes président et fondateur de Wine Business Club et vous animez aussi sur cette grande station une émission qui s'appelle Invino chaque samedi. Invino Sud Radio. Et chaque dimanche de midi et demi à 13h. Voilà, on parle de vin avec modération bien entendu. Et ce matin, vous venez parce que Donald Trump a décidé de taxer les vins français et ça peut poser des problèmes pour nos producteurs français. Ouais. Ah, ça c'est clair, c'est qu'on exporte beaucoup, on exporte pour 9 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup de fois à la France, donc ça faut les 9 soigner. 9 milliards c'est vers les États-Unis Au total. L'exportation, mais Patrick, 1,6 milliard rien que pour ce pays. Ouais. C'est notre premier partenaire commercial hors de nos frontières, quoi. Ouais. Donc il faut pas oublier que les États-Unis aujourd'hui, c'est le premier pays consommateur de vin. Ils boivent 4 milliards de bouteilles par an, 4 milliards quoi. Donc c'est un vrai enjeu économique. Il y a un vrai enjeu économique. Alors encore une fois, pour les vins, pour les spiritueux aussi, il faut pas les oublier, ça veut dire que les CIT taxent aussi le cognac, on en voit beaucoup aux États-Unis. Sur les vins, il y aura 2 niveaux en fait. Tous les grands vins français continueront à être vendus. Qu'on achète un Pétrus, 3 000 € la bouteille ou 3 000 $ ou 3 500, ça change rien. En revanche, pour tous les autres, ça va être compliqué. Et là, j'ai une pensée émue pour mes amis producteurs de vin dans le sud, notamment de rosé. Le rosé français s'exporte très bien au pays de Donald Trump. Et ça, si demain, il y a une taxation de 10, 15, 20%, ils seront plus compétitifs. Et donc, ça va remettre quasiment à zéro 10 ans de travail. Il y a des gens du Languedoc, par exemple, le domaine Mas, avec Jean-Claude Mas, qui fait beaucoup de choses aux États-Unis. Tous ces gens-là ont créé des filiales, ils emploient. Et c'est vrai qu'il y a une véritable menace. Mais alors, cette menace, c'est sérieux ou pas alors ? Non. Parce qu'on dit qu'il montre... c'est toujours le cas avec Donald Trump, il montre les muscles un peu pour dire attendez, vous allez voir. Ça dépend de l'humeur du jour. Quoi. Oui, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Et pourquoi vous pensez que ce n'est pas sérieux ? Et d'abord, il faut rappeler le cadre. Pourquoi il veut faire ça ? Alors d'abord, il est manié de taxer une fois les voitures allemandes, le lendemain l'acier canadien, et puis pourquoi pas le vin aujourd'hui. Après, il y a peut-être des sous-jacents en disant, voilà, il y a la France qui m'a embêté avec pourquoi pas sur le climat, autre chose. Donc je vais avoir une petite mesure de répression. Pourquoi aujourd'hui ? J'en sais rien, parce qu'il a plu pour le 75e anniversaire en Normandie. Enfin, je sais pas quelle est la raison. Mais il y a une concurrence déloyale, c'est-à-dire que nous on taxe plus les vins américains que voilà. Alors qui taxe un peu plus et pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, s'il continue à surtaxer comme il le propose, nous il faut qu'on taxe à 400%. Et nous, c'est pas que la France, c'est l'Europe. C'est les 500 millions de Français. Ils ne sont que 330 millions, les Américains. Nous, on est 500 millions. Et si on s'entend, ce qui n'est pas gagné... On consomme moins de vins américains, californiens, que eux consomment des vins européens et français. Unilatéralement, ils nous taxent. Nous, unilatéralement, on triple les droits de douane dans ces cas-là sur eux. On continue la surenchère. Mais jusqu'où on va aller ? Est-ce qu'il faut pas mieux essayer de trouver un accord, quoi, non ? Alors, l'accord, c'est... OK, c'est quoi l'accord, Patrick ? Est-ce que oui ou non, on va surtaxer le vin français ? Est-ce que oui ou non, il veut dire qu'on boit français ? Alors, les vins américains, quand même, faut pas oublier, c'est le 4e pays producteur de vin. Et les vins américains sont bons. Voilà, très bien. Ils sont bons maintenant, les Californiens. Ils sont bons. Donc déjà, il y a une consommation importante, 330 millions de personnes. Pourquoi pas continuer à commencer à boire leur vin ? Le vrai problème, ça va être à mon avis pour le champagne. Parce qu'on vend quand même pour 600 millions d'euros, je suis désolé de citer les chiffres, de champagne par an aux États-Unis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, l'univers des champagnes, des bulles françaises, on est avec des concurrences partout. On a le Prosecco, on a les sparkling wine, on a le Cava. Donc là, si on taxe, même problématique que pour les vins, les grandes cuvées, genre Belle Époque, ça se vendra toujours. Mais pour les champagnes, premier prix ou de bon marché, mais Prosecco, c'est pas la même chose que le champagne quand même. Je suis désolé, Patrick. On est dans la même catégorie, les bulles. C'est totalement différent. Le vrai produit de qualité, il s'appelle champagne. Je suis d'accord. Mais là, l'autre jour, j'étais avec des amis qui ont fêté le mariage de leur fils au Prosecco. On est en France. Et c'est des gens qui ont un peu de sous. Donc il y a une tendance. C'est horrible, il y a une tendance. Alors est-ce que c'est un vrai concurrent ? Non. Mais tout ce qui fait des bulles peut potentiellement concurrencer le champagne. Mais en fait, si les Américains sont hyper friands de vin français, donc j'imagine qu'il va y avoir à un moment donné une levée de bouclier s'ils n'ont plus leur rosé, parce que le rosé est très à la mode dans les fêtes d'étudiantes, par exemple. On a d'autres gens, on a des Sud-Américains, on a des Sud-Africains qui vont arriver avec des méthodes, du marketing, dépensant les sous en expliquant que finalement le rosé français il est bien, mais il y a d'autres rosés qui sont aussi bons. Et c'est vrai que des bons vins, on en fait partout dans le monde. Faut pas le dire, mais bien sûr. Donc, le Côte du Rhône qui est menacé, par exemple. C'est vrai qu'on peut avoir des bons vins quasiment équivalents. Avec des cépages Syrah, par exemple. Alors, pas équivalents, qui auront une typicité différente. Mais en tout cas, on peut trouver des bons vins partout dans le monde. Donc, il y a une vraie concurrence mondiale. Nous, on a une chance d'avoir une diversité. C'est-à-dire qu'on a, entre l'Alsace, la Loire, le Languedoc, le Sud, le Roussillon, des pays comme Bagnols-sur-Mer, on a des vins merveilleux partout en France et différents encore. Alors, qui est le plus visé ? Alors, le vin, juste
pour vous dire que le vin, le rosé le classé numéro 1 de vente aux États-Unis, c'est un domaine près de Fréjus, dans le Var, qui s'appelle le domaine de Château d'Esclans, et qui est numéro 1 des ventes aujourd'hui. $22 la bouteille. C'est déjà énorme, et c'est vraiment formidable, parce que le rosé a toujours eu une petite réputation d'un vin sympa sans plus. Là maintenant, c'est une tendance lourde. Le rosé est un vrai vin et c'est excellent. Voilà, il faut le dire, et on en produit de très bons partout en France. Donc ces gens-là qui arrivent à vendre $22 la bouteille, c'est pas négligeable, hein, on est loin du petit. Bien sûr, le prix moyen, je rappelle qu'en France, le prix moyen des bouteilles vendues en grande distribution est inférieur à €4. Donc là, $22, c'est quand même largement supérieur. Inférieur à €4 sur le rosé. Le prix moyen des bouteilles, toutes bouteilles confondues, toutes couleurs confondues. Donc quand on les vend $22, on arrive sur une autre catégorie. Quoi. Alors eux, ils ont créé une marque. Et c'est vrai que le refuge, c'est la marque. Donc d'Esclans, on en veut, on continuera à en acheter. Mais il y a une limite de prix. Peut-être qu'à 24, 25, il ne faut pas trop taxer non plus, quoi. Et surtout, il faut que les vignerons français vivent. Donc, il faut qu'ils puissent vendre bien leurs bouteilles. C'est très important. Oui, c'est pour ça que effectivement, on en parlait ce matin, c'est en une de la Provence. Trump menace le rosé. Donc, voilà, ils ont un peu peur. Je parlais du Côtes-du-Rhône tout à l'heure. C'est en une de Vaucluse matin aussi. Donc, ce sont toutes les régions. On remonte progressivement. Et puis, sud-ouest dans le Bordeaux. Alors, est-ce que le Bordeaux, parce que pourquoi Trump menace aussi nos vins? Ça, c'est la une de sud-ouest aussi ce matin. Le Bordeaux, les grands Bordeaux sont aussi menacés, sont dans le collimateur. À partir du moment où il y a une marque, et en plus ce sont des productions finies, c'est-à-dire quand on est à La Tour, quand on est à Pétrus, on produit X bouteilles par an, il n'y en aura pas une de plus. Hein. Donc ça, ces vins-là continueront à être vendus sur le marché américain. Et puis s'ils ne les prennent pas, les Chinois vont les prendre tout de suite. Donc les grands vins n'ont aucun problème, problème. Oui, pour les grands vins, ça c'est vrai, c'est les autres. Mais c'est Patrick, Cécile, c'est 2% des vins. Quoi. Donc le problème, il est pour 98% des producteurs de vin. Je lisais ce matin que les États-Unis reconnaissent les marques déposées, mais pas les appellations d'origine. Moi qui suis nul, c'est quoi la différence? Alors, il y a notamment des polémiques pendant très longtemps. Le mot champagne traînait aux États-Unis. Et puis, le champagne, c'est une appellation d'origine protégée, contrôlée, et dont eux utilisaient, pour mettre des vins avec des bulles, ça s'appelait champagne. Même problématique sur des vins comme Chablis. Donc là-dessus, il y a des lois, et les Américains appliquent des lois différentes. Donc c'est déjà insupportable. Voilà. Et il faut que chaque interprofession française se batte ce qu'elles font. Donc on va arriver un jour à une harmonisation en disant champagne, Chablis, c'est chez nous et c'est pas chez vous. Bon, pour l'instant, il y a encore des pseudo-passe-droits, ou alors on ferme les yeux. Mais c'est absolument une honte. C'est comme si nous, on s'appelait Napa-Vallée, autre chose. Quoi. Non. Là, il y a des limites et des lois. Pareil pour l'élaboration des vins. Parfois, ils mettent chardonnay sur une bouteille, alors que c'est composé de à peine 50% de chardonnay. La loi mondiale sur le vin n'existe pas. Voilà. En tout cas, n'est pas toujours respectée. Bon, après, tout dépend du pourcentage de ces taxes. Si c'est 2 ou 3% de plus, ça va... Fondamentalement, ce ne sera pas la guerre dans ces conditions. Non, ce ne sera pas la guerre. Si c'est raisonnable, ce ne sera pas la guerre. Mais encore une fois, s'il veut vraiment appliquer et aller jusqu'au bout, encore une fois, à mon avis, il n'ira pas jusqu'au bout. C'est juste un effet d'annonce. Aujourd'hui, c'est le vin français. Demain, ça sera l'Italie, les pizzas. Il ne faut pas oublier quand même que sur tous les produits d'alimentation, ils sont assez durs. Hein. Il y a eu la guerre déclarée au fromage. C'était pour d'autres raisons sanitaires. Mais le foie gras aussi. Le foie gras, bien sûr. Donc, voilà. Et puis, il y a une forme de protectionnisme, quoi, aussi. C'est sûr que maintenant, est-ce que les Américains consomment beaucoup de vin américain chez eux? La réponse est oui. Est-ce qu'ils en exportent? La réponse est oui aussi. Et surtout, ils ont une tendance assez facile. C'est-à-dire qu'on plante de la vigne, on la fait pousser, on en vend. On peut très bien arriver à, aujourd'hui, les États-Unis, 4e pays producteur mondial, ils peuvent devenir premiers. Mais les Chinois peuvent aussi. Faire pousser de la vigne et faire du vin, c'est pas compliqué. C'est intéressant sur ce que vous dites aussi sur les Chinois. C'est l'occasion de parler, peut-être d'élargir un tout petit peu le sujet. On a dit que les Chinois investissaient beaucoup dans les vignobles français il y a quelques années. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains qui avaient acheté puis qui revendaient là déjà. Oui, c'est ça. Alors bon, investir, oui, parce qu'aujourd'hui ils représentent un peu moins d'1% du vignoble bordelais. Ils sont très Bordeaux pour l'instant, les Chinois. Aujourd'hui, au niveau production, donc c'est le 5e pays producteur mondial, voilà. Et au niveau consommation, 5e aussi. 5e producteur mondial. Mais mondial. attention, entre production de raisin et production de vin. En raisin, ils sont très forts et une partie sert à faire du vin. Donc les Chinois qui viennent et le péril jaune qui envahit. Mais là, c'est quand vous dites 5e producteur, c'est avec des productions qui sont en France ou c'est local? Uniquement en Chine. Uniquement en Chine. Et eux, quand ils viennent en France, ils adorent les Bordeaux. Ils ont investi alors dans pour l'instant, pas de grands châteaux, mais plein de petits châteaux. Et on dirait qu'il y a une tendance à la revente aujourd'hui, quoi. Donc ils n'ont pas très bien compris comment ça marchait. Le système chinois est pervers. Vous savez qu'on trouve des milliers, voire des millions de fausses bouteilles de vin français en Chine. Et c'est colossal, ça. Donc aujourd'hui, la tendance de dire est-ce qu'on continue à investir en France? Pas trop. Et de moins en moins dans le Bordelais. Donc il n'y a pas à être inquiet. Puis en plus, c'est pas délocalisable. Les grands vins de Saint-Émilion, ils resteront à Saint-Émilion. Oui, mais après, vous pouvez avoir une production de qualité et une amélioration des vins, comme vous le disiez, avec les Américains, les Californiens, qui ont atteint un bon niveau, comme les Argentins, comme les... Et qui vendent leurs vins très cher.
Beaucoup plus cher que nous. Mais après, il y a aussi une chose, on parle beaucoup... Les Américains vendent beaucoup plus cher que nous. Ils vendent très cher leurs bouteilles. Les vins américains en moyenne, alors, il y a des entrées de gamme, mais on arrive sur des bouteilles, chaque winery a des bouteilles qui valent 100, 200, 300, 400 $, c'est énorme. Et puis il y a un paramètre que nous, on doit y réfléchir aussi, c'est tout ce qui est œnotouristique. Les gens qui viennent pour visiter. Aux États-Unis, ils sont très forts. On arrive, ils ont tous la banane, ils sont contents de nous voir, on paye la dégustation, et puis on repart avec des bouteilles. Nous, en France, on a quand même du boulot. Alors, on va dire, on n'est pas des amis. On va vers... Vous parliez de Jean-Claude Masse, en fait, Jean-Claude Masse, par exemple. À Pézenas. Bon, il a fait beaucoup d'efforts, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Il y en a beaucoup d'autres, mais on a encore du boulot. Bordelais. On a encore du boulot. Pour moi, le modèle de visite des vignobles, il est américain. On doit s'en inspirer en gardant, bien sûr, nos racines françaises. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Et alors, ça passe par quoi? Alors, c'est de la dégustation, effectivement, à domicile, de l'accueil en chambre d'hôte, maison d'hôte. C'est tout ce qui se passe dans une région viticole, avec notamment la notion de terroir, la notion de culture, la notion de également tout ce qui est théâtre, tout ça. Donc là, avec des gens qui sont d'abord des gens qui parlent anglais. Bonjour, welcome. Oui, ça c'est vrai. C'est le béaba du béaba. On a un peu progressé quand même là. Mais on progresse. Et puis les jeunes générations sont super. Ils Regardez Patrick. Il progresse. Patrick. Yes. Brian is in the kitchen. Always in the kitchen. Not in the fridge. Alors, et donc après, au niveau donc de l'organisation, il faut des structures, faut de l'hôtellerie, des gîtes, des chambres d'hôtes. Donc vraiment, nous, on a fait beaucoup de progrès, nous Français. Il faut continuer. Mais encore une fois, quand on voit ce que ça génère comme chiffre d'affaires aux États-Unis, on a encore du boulot. Même si Hervé Novelli, le président du Conseil supérieur de l'œnotourisme, fait un super boulot. Mais c'est pas encore complètement. Il y a encore gagné. du boulot. D'autant que alors on terminera peut-être là-dessus qu'il y a une concurrence en fait européenne qui est toujours aussi forte avec les vins italiens, les vins espagnols qui montent en gamme, notamment pour les Espagnols Ah tout à fait. C'est vrai que déjà au niveau production, on se partage le trio de tête entre la France, l'Italie et l'Espagne. Voilà, tant mieux, ça reste en Europe. Après donc il y a des très 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 bons vins partout. En Italie, ils sont super bons. En Espagne, ils sont super bons. Donc on n'a pas l'apanage des grands vins et puis c'est comme ça. Mais après la bonne nouvelle, c'est que tous ces grands vins italiens, espagnols et français, ils sont tous très chers. Donc là, on a égalité. Il n'y a pas des très 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 bons vins pas chers. Les Espagnols aussi. Ah oui, les grandes cuvées espagnoles arrivent. Ah oui, les très grandes cuvées. Les grandes cuvées, quoi. Parce que le vin intermédiaire. De Rioja, par exemple, ou des vins, on peut trouver des vins. Il n'est pas aussi cher que ça, si. Oui, comme nous, on a des très très bons Bordeaux à 5 €. C'est vrai. Donc, oui, mais le vin, c'est un mythe français plutôt, non? Cécile, qui a inventé le vin? Là, on est parti pour 3 heures. Il faut en parler sur une vidéo sur radio. C'est très français le vin, non? Vin, fromage, non? C'est vrai. Oui, vin français, mais quand on vient en Espagne, ils vont dire que c'est très espagnol, et ils ont raison, et en Italie, ils vont dire ça aussi. Aller en Toscane, c'est magnifique. Donc, plus italien, non, mais c'est les vins pétillants. Mais arrêtez. Il faut défendre le vin français, oui, mais il faut reconnaître qu'ailleurs, il y a aussi des bons vins. Cécile et Patrick. Non, mais c'est vrai, ils ont beaucoup progressé. Et moi, je bois du Beaujolais du Texas. Du Beaujolais du Texas, du Coca-Cola, mais avec modération. C'est pas gentil pour les gens du Beaujolais, Cécile. Mais du Texas, avec modération évidemment à chaque fois. Le week-end prochain, au menu d'Invino. Le week-end prochain, nous serons délocalisés. On sera du côté d'Avignon. On est accueillis par la maison Cellé des Dauphins avec un numéro spécial le samedi à 12h30, Cellé des Dauphins, et le dimanche 12h30 spécial les enjeux des vins de la vallée du Rhône. Donc vous en parliez avec la une tout à l'heure. On passera 2 fois une demi-heure à parler de cette magnifique région des beaux terroirs et avec des vignerons formidables. Non mais à chaque fois, rien que d'en parler, ça me met effectivement un petit peu le goût à la bouche, en fait. Non seulement donc du vin un petit peu. Moi, je suis pas forcément un grand dégustateur de vin, mais j'aime bien comme ça avec modération. Et puis tout ce qui va avec, La bonne bouffe. Et puis les vignerons sont des gens sympas, les vignerons. Bien sûr. C'est un vrai pays terroir. Le terroir et tout. Merci Alain Marty, optimiste quand même. Oui, Trump, ça ira mieux la semaine prochaine. Voilà, ça ira mieux la semaine prochaine.